par Pierre de Terrea, s'il vous plaît, Pierre Scheller. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, cette session, c'est une bonne suite par rapport à la session précédente sur la biodiversité, avec une autre thématique des services écosystémiques qui est valorisée, à savoir le carbone. Donc pour rappeler l'évidence et quelque chose qui a été évoqué à de multiples reprises durant ces 2 derniers jours, la forêt tropicale représente un réel rôle, une réelle importance dans la lutte contre le changement climatique, et notamment en particulier le bassin du Congo, avec ses 240 millions d'hectares de forêt, qui nécessite, de par cette superficie, tous les services écosystémiques qu'elle peut représenter, une importance de préservation, de conservation et de gestion durable. Et cette gestion durable nécessite des incitations. Jusqu'à présent, nous étions dans un modèle effectivement qui nous concerne tous ici présents, à savoir l'exploitation forestière avec une motivation de vente du bois qui permettait justement d'entraîner cette gestion durable des forêts. Aujourd'hui, on est sur une phase où on considère des changements de paradigme assez importants avec des nouvelles motivations, de nouvelles incitations, notamment celle de la finance innovante. On l'a évoqué avec les crédits, les certificats biodiversité dans la session précédente, mais cette finance innovante se traduit donc par d'autres services écosystémiques, les solutions basées sur la nature en général, mais notamment le carbone. Les marchés du carbone sont des marchés qui ont une plus grande expérience, puisque présents depuis déjà plusieurs décennies, par rapport à ces marchés biodiversité. Mais ce qui est intéressant, puisqu'on peut retirer de l'expérience de ces marchés carbone pour utiliser les bons comme les mauvais côtés pour développer justement de nouveaux marchés comme ceux de la biodiversité. Pour un rapide rappel, les marchés du carbone se présentent sous 2 grandes catégories, le marché régulé et le marché volontaire. Je développerai davantage le marché volontaire puisque nous sommes ici avec des acteurs qui sont porteurs de projets, des acteurs de la finance qui permettent justement de développer sur toute la chaîne de valeur ces projets carbone, ainsi que l'administration qui est nécessaire aussi dans ces projets. Sur les marchés volontaires, on distingue sur les projets forestiers 3 grands types de projets, les projets REDD+, de conservation, les projets d'afforestation, ARR, et les projets de gestion durable des forêts avec des pratiques améliorées, IFM. Ces crédits sont donc générés sur des marchés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, que les projets carbone, les crédits qui sont générés sur les marchés carbone sont majoritairement développés et générés par des projets de Nature-Based Solutions, de solutions basées sur la nature. Et parmi ces crédits Nature-Based Solutions, 90% de ces crédits sont des crédits issus de projets forestiers. Les projets forestiers sont donc essentiels dans cet écosystème et sur ce marché carbone. Cependant, on constate aujourd'hui un contraste énorme avec notamment une faible présence de projets sur le continent africain, avec seulement 69 projets enregistrés en Afrique et seulement 23 enregistrés sur les 2 grands standards, à savoir VCS, Vera VCS et Gold Standard, dans le bassin du Congo. Donc, ce qui représente un faible nombre de projets, alors que l'enjeu est énorme sur cette localité. Cela peut donc poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de projets finalement dans les pays tropicaux, dans le bassin du Congo? Les projets carbone sont des processus complexes, longs à développer. Beaucoup de freins peuvent limiter leur déploiement. Des freins économiques dans un premier temps. Ce sont des projets qui sont généralement chers à mettre en œuvre. Certains comme l'afforestation notamment, qui nécessitent des investissements très importants. Des freins institutionnels. Dans beaucoup de pays, les cadres légaux ne sont pas forcément encore très précis, très développés sur ces sujets, que ce soit dans les pays africains, mais également le cadre institutionnel des pays nord européens, avec des législations qui peuvent limiter aussi l'émergence de nouveaux projets. Et de plus en plus, des freins aussi réputationnels, puisque il y a maintenant un an et demi de cela, notamment sur les projets REDD+, les méthodologies ont été décriées,
avec une remise en question de la viabilité de ces projets. Et ce qui a entaché évidemment les marchés du carbone pour les projets forestiers. On identifie aujourd'hui qu'il y a une réorientation notamment sur les types de projets forestiers en quittant un petit peu la RED, même si évidemment on a toujours certains acteurs impliqués sur ces projets, mais pour s'orienter davantage sur les projets d'afforestation qui aujourd'hui sont des méthodologies qui sont révisées, qui ont beaucoup plus de stabilité par rapport à la RED. Et dans tout cela, les projets IFM qui effectivement sont très peu représentés pour le moment, notamment dans le bassin du Congo, mais qui pourtant présentent des opportunités qui sont énormes et qui intéressent les investisseurs. Sur certains sondages, certaines études qui ont été menées par certains instituts, les projets IFM sont même considérés par les développeurs et les financiers pour les projets carbone comme les projets à plus haute intégrité et les plus intéressants pour eux. C'est donc des projets qui ont une bonne réputation, des méthodes validées et parfois aussi moins coûteux. Des questions méthodologiques évidemment se posent pour pouvoir promouvoir aussi l'additionnalité. Dans tous les cas, ce sont des marchés qu'il faut continuer à perdurer, mais justement on va rentrer dans le vif du sujet avec les présentations suivantes. Donc je laisse la parole à la suite. Merci beaucoup. Du coup, on va sans transition aller écouter 3 présentations que je vais inviter à les resserrer un peu plus que ce que nous avions prévu dans le temps initial. Donc, Karl Pincherel, s'il vous plaît. Hop, Karl, est-ce que vous êtes dans la salle? Karl Pincherel, vous étiez... Ouais. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le retrouver? Karl? Ok, on le cherche. Du coup, je passe directement à Fabiola, justement, qui va revenir et qui va nous parler justement des limites du CRCF. Merci beaucoup. Il faudrait le trouver. Dès qu'on le trouve... Ah, c'est bon, il arrive. Bah, écoutez, tous les deux, allez, hop, à 2 voix alors. On le fait à 2 voix, c'est bien. Bah, Comme ça, on va laisser le temps pour les questions. on va bien voir. On va essayer. Karl, on peut le faire à 2 voix, comme ça. Et voilà. Donc peut-être, on peut engager justement la discussion de la compréhension que nous avons eue de ce qui se passe au niveau européen sur les certifications carbone. Peut-être qu'on a la même, ça va être ou pas, ça va être justement, je pense que ça peut être intéressant. Très bien, vas-y, et comme ça je commenterai ce que tu vas dire. C'est plus intéressant qu'une présentation léninienne de ma part. Et si on peut comme ça laisser du temps aux questions, c'est bien, ça sera plus. Très bien. Donc, depuis plusieurs mois déjà, l'Europe se demande comment elle va certifier, enfin mettre en place des méthodologies qui vont assurer la qualité des crédits carbone. Des crédits carbone, voilà, avec des visées autres que le marché volontaire peut-être, mais avec un focus aujourd'hui sur le marché volontaire. Donc, vous voyez, même l'Europe, il n'y a pas seulement les pays de la zone tropicale ou autres, les pays qui réfléchissent à leur régulation carbone. L'Europe aussi, elle s'est dit, ce qu'on a là actuellement, c'est pas optimal. Voyons comment on peut mettre de la qualité. C'est ça. L'intention est super. L'intention est super du moment qu'on ne réinvente pas la roue alors qu'il existe déjà plein de choses et que l'Europe se dit « Oh, mais peut-être que je ne suis pas dans ma bulle européenne, peut-être que ce que je décide moi, ça aura un impact sur les pays où vous êtes vous. » Ça, je ne sais pas s'ils ont eu cette pensée-là, mais bref. Donc, ils ont sorti un premier cadre, on appelle le CRCF, Carbon Regulation Framework quelque chose. Carbon Removal Certification. Removal, voilà. Donc, un texte premier. Et là peut-être, il y a plusieurs étapes dans les régulations européennes, je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a le texte principal et après il y a les actes délégués qui montrent comment concrètement on va faire ça, plus concrètement, de façon plus opérationnelle. Au niveau du texte principal, nous chez Adriada, quand on a vu le texte principal arriver, il y a déjà vraiment plusieurs mois, là, ça fait même presque plus d'1 année je crois. 2 ans. 2 ans, voilà. On s'est dit, non mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible, les gens vont réagir. Nous, aux petites boîtes Adriada, les gens vont réagir parce qu'ils ont fait comme chose, c'est fort, c'est qu'ils ont dit que les crédits carbone issus des forêts, des projets forestiers, on va dire, étaient dans la case temporaire. C'est un crédit carbone temporaire.
s'est dit non, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des standards internationaux qui garantissent que les crédits carbone issus des projets forestiers sont durs longtemps. Il y a des politiques de risk mitigation, qu'on prend Verra, Gold Standard, ACR, etc., qui garantissent justement la permanence des projets forestiers. On s'est dit non, les gens qui défendent les forêts vont réagir, il va y avoir une levée de bouclier, il va se passer quelque chose, on ne va pas laisser faire ça. Et puis en fait, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Du coup, le texte premier a été adopté et là, on en est vraiment à agir sur, et quand je dis agir, je vais dire comment, sur les actes délégués, sur, OK, c'est quoi les méthodologies qui vont être appliquées pour les crédits carbone issus des forêts. Il y a deux choses, et je m'arrête là peut-être, parce que ce serait intéressant justement d'avoir, si j'ai dit qu'on faisait un dialogue, c'est pas pour faire un monologue. Donc on a vu ce côté temporaire. Donc Adriada, nous on a rassemblé une coalition de plus de 20 entreprises aujourd'hui, européennes, et autres d'ailleurs. On a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Pérou. On les a mobilisés, on a créé une coalition complètement informelle pour essayer d'influencer, de dire aux autorités européennes, vous vous rendez pas compte là que si vous nous dites, si vous mettez les forêts avec l'agriculture, vous tuez le marché carbone là pour nous, vous réalisez l'impact que ça peut avoir sur les pays autres que l'Europe, vous dans votre bulle là, parce que les acheteurs ils sont beaucoup européens, et donc si on dit aux acheteurs européens, oh le crédit carbone c'est temporaire, mais qui va en acheter en fait? Donc cette coalition d'entreprises, aujourd'hui on est vraiment on discute. Alors, nous, on n'a pas encore discuté, mais ravis de commencer et d'aller plus loin. Fabiola. Mais avec la Commission européenne et les experts du groupe comité, on voit des gens qui nous tiennent. On se bat pour que dans les actes délégués, il y ait le côté sustainable des forêts qui soit vraiment mis en avant pour que la qualité des crédits carbone qui sont générés par les projets forestiers soit reconnue par l'Europe. Ça avance Fabiola. Bien. Pardon, voilà. Fabiola, juste une question de clarification. Quand vous dites temporaire, vous parlez 1 an, 10 ans? Non, mais là, en fait, ils ont fait 2 catégories. Ils se sont dit, pardon. J'entends bien, il y a permanent et temporaire. Il y a les crédits permanents, c'est-à-dire ceux, en gros, le DAC, le BEX, les trucs technologiques, ce pourquoi l'Europe, c'est bien beau de dire, nous, l'Europe, c'est la techno. Et puis les forêts, on s'en fout. Et temporaire, c'est l'agriculture et les forêts. Donc, 100 ans, c'est temporaire? Non, 100 ans, c'est pas temporaire. Enfin, il y a eu beaucoup de discussions sur qu'est-ce qui est temporaire et pas, avec le biochar qui a réussi à changer de catégorie, mais bref. Aujourd'hui, on est dans moins de 100 ans. Moins de 100 ans, temporaire. C'est moins de 100 ans, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir l'autre point de vue? Alors, si je me suis complètement trompée, j'en serais ravie. C'est le moment de le dire. Alors, j'ai l'impression que je vais être un peu sur la défensive. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Merci pour votre intervention et les remarques. Il faut peut-être remettre les choses dans le contexte de pourquoi est-ce que l'Europe a décidé de s'engager dans cette réglementation. Dans le cadre des objectifs européens de décarbonation de son économie, la priorité a toujours été sur la réduction des émissions. Donc la priorité des réductions industrielles, des émissions du transport, des émissions de l'agriculture. Néanmoins, depuis qu'on est devenu vraiment sérieux avec la neutralité climatique, on est obligé d'arriver à la conclusion qu'on ne peut pas réduire l'entièreté des émissions qui sont dues aux activités anthropiques. Il restera toujours quelque chose de résiduel. C'est pour ça qu'on n'est plus aujourd'hui dans nos grands objectifs climatiques sur des objectifs bruts, mais sur des objectifs nets. Quand on parle de la neutralité climatique européenne et même mondiale dans le cadre de l'accord de Paris, c'est des objectifs nets. Donc c'est le plus et le moins. Or, le seul moyen d'aller voir du moins, c'est via les absorptions, et qui, pour le cas européen, sont de 3 ordres. C'est ce que tu as développé, Fabiola, qui sont les absorptions technologiques, avec le stockage du carbone de façon géologique, par exemple. C'est d'ailleurs, on en a vu quelques-uns sur le port d'Anvers en projet. Le stockage dans les produits, qu'on oublie aussi souvent, dans les produits du bois, dans les matériaux de construction aussi, qui sont peut-être plus pérennes que les meubles ou le papier, qui ne sont pas concernés par cette législation, et les absorptions naturelles, soit dans les terres agricoles, soit dans les terres forestières. Donc on a une séparation en 3 catégories qui était très fortement demandée par les objectifs climatiques pour qu'on sache exactement ce qu'on absorbe
combien de temps ça dure, pour savoir si oui ou non ça recoupe avec nos objectifs climatiques, et aussi pour donner des règles communes au marché secondaire et au marché volontaire, ce qui était basé sur les demandes des acheteurs, car les acheteurs ont une envie de qualité face à des critiques qui ont été assez justes sur la mauvaise qualité ou la non-permanence de certains crédits qu'ils ont achetés. Le débat a fait rage au UK il y a 2 ans. Donc il y a eu un lien entre niveau du prix de la tonne carbone pour chacune des 3 catégories et qualité de ces crédits obtenus. Donc c'est pour ça qu'on a eu vraiment cette scission en 3 catégories, parce qu'on voulait que le marché soit suffisamment liquide et suffisamment rémunérateur pour qu'il fonctionne. Et la législation européenne, c'est une certification. C'est pas, on crée des catégories communes pour les critères de chaque crédit, mais ce n'est pas un type de crédit européen qui arrive par au-dessus. C'est tenter de rendre commune une grammaire entre tous les crédits européens. Évidemment, ça peut avoir des impacts sur la façon dont les acheteurs européens vont ensuite se comporter dans les autres pays du monde, sachant que, encore une fois, cette certification ne s'applique que sur le territoire de l'Union européenne. Il ne va pas y avoir de certification via cette législation CRCF pour des projets dans le bassin du Congo ou autres. Et donc, je veux juste finir sur un point qui est important, que outre le pourquoi est-ce qu'on a scindé ça de cette façon, il y a 2 éléments qui sont importants. La non-permanence est prise en compte via la recertification. Ça, c'est aussi une demande des metteurs en marché pour qu'ils aient de la solidité dans leur compta, qu'il y ait une crédibilité des crédits qu'ils achètent. Et j'ajoute aussi qu'un des combats, personnellement, que l'on a mené lors des négociations, c'était la création des catégories liées à la biodiversité. C'est-à-dire que pour tout ce qui est absorption pour les forêts ou pour les terres agricoles, le projet initial de la Commission était vraiment axé uniquement sur le carbone. Sur le carbone. L'un des combats qu'on a menés et gagnés au niveau européen, c'était l'inclusion des catégories obligatoires de reporting biodiversité, afin de permettre aux porteurs de projets de dire, attendez, voilà ce que je fais pour le carbone, voilà ce que je stocke, mais aussi voilà les différents critères de biodiversité auxquels je contribue via mon projet. Ce qui permet ensuite de les pricer et d'aller chercher de la finance privée pour des modèles qui sont plus positifs pour la nature. Et pour essayer de répondre à ce qu'on disait juste avant, d'essayer de donner un peu de poids à un business model basé sur une action positive sur la biodiversité. Donc arriver à rendre de la valeur aux solutions fondées sur la nature. Alors il y a quelques années, il y avait un article qui s'appelait « La biodiversité est tombée dans le puits de carbone ». Et là, on voit que peut-être c'est la biodiversité qui va faire sortir le carbone fixé dans les forêts et dans les terres agricoles du puits technologique. C'est bien cela. Mais en fait, on l'espère. Mais je pense que, de toute façon, si tu es là, Karl, je pense que tu ne serais pas venu là si tu défendais absolument et seulement le carbone issu des DAC et des BEC. Du coup, je pense qu'on a certainement un combat commun. Et c'est vrai qu'on a vu le changement en termes de biodiv. Et merci, parce que voilà, sinon c'était la fin. On a à faire en sorte, c'est la demande qu'on a fait au niveau de la Commission et qu'on porte, cette coalition d'une vingtaine d'entreprises, on a vraiment beaucoup de nationalités, c'est de s'assurer que dans les actes délégués, tous ceux liés à la forêt, il n'y ait pas le mot temporaire qui dirait que temporaire, pour passer ce marché, les forêts ne seront pas vendues aux agriculteurs, ni à l'agri-food, donc c'est pas possible. Donc il n'y ait pas le mot temporaire, et que par ailleurs, ce critère justement de sustainability, de biodiversité, ce soit un critère qui soit ajouté, qu'on puisse... Parce qu'en fait, il peut y avoir de très mauvais projets forestiers, très temporaires, pourris, un champ d'arbres, vraiment pourri, vraiment durabilité zéro. Et il peut y avoir de très beaux forêts forestières en matière de removal, je parle vraiment de séquestration du carbone, pas d'autre chose. Après, quand on coupe du bois, c'est autre chose, on ne parle pas de la même chose. Mais si on reste sur le removal, il peut y avoir de très bons et de très mauvais projets forestiers, comme il peut y avoir de très bons et de très mauvais DAC. Et s'il y a une fuite sur un DAC, l'impact est encore pire qu'un incendie de forêt, parce que, bref. Fabiola, on va donner la parole aussi aux autres intervenants. Juste un point sur... Donc, on a un combat commun, c'est de s'assurer, je pense, que dans les actes délégués, il n'y ait pas ce temporaire écrit, et que, par ailleurs, les projets, ça permette de juger les projets sur les 2 critères, la permanence, certes, et la durabilité, la sustainability.
Donc, voilà. Juste une réaction avant que tu passes la parole à la salle, juste parce que c'est très important non, ce que tu viens de dire. on a le général qui doit présenter encore. Ah, pardon. Pardon. Mais juste parce que je voudrais aussi, encore une fois, remettre l'intention politique qui était celle qu'on a essayé d'intégrer dans la réglementation et qu'on a poussée lors des négociations. La première chose, c'est que, on a voulu avoir une approche chaîne de valeur. Nous, c'est ce qu'on va essayer de porter également dans les actes délégués. C'est-à-dire qu'en priorité, pour tout ce qui est lié aux terres agricoles, on veut que ce soit la chaîne de valeur de l'agroalimentaire qui s'engage dedans. Parce qu'ils ont un intérêt très fort à réduire leurs émissions de Scope 3 et à assurer la résilience de la biodiversité dans leur sourcing. Et parce que ça fait aussi du sens de créer des business models où les entreprises qui utilisent soient aussi responsables et un intérêt à ce que leurs ressources soient positives. Et de même pour la forêt. Mais les chaînes de valeur ne sont pas les mêmes. Donc, mais ça, on l'a bien en tête. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pousse. Et ce qui m'amène au deuxième point, que, comme tu l'as dit et qui est très juste, surtout dans la réglementation européenne qui est connue pour sa simplicité, mais aussi pour son efficacité, c'est que ça va se jouer dans les actes délégués. Et là, nous, on est tout à fait... je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'il faut que ces actes délégués soit fait de la bonne façon pour donner les bons business models et pour ne pas faire n'importe quoi. Et là, je pense que vous pouvez compter sur nous pour marquer la commission à la culotte, parce qu'on y est depuis le début dans cet état d'esprit. Donc, on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Il y a une entente clé pour nos projets. Là, j'espère que vous l'avez enregistré. Vous voyez du dialogue public-privé en direct sous vos yeux. Normalement, ça se fait dans les couloirs, et là, ça s'est fait sur la... Je vous invite à rester assis, parce qu'ensuite, on aura la discussion. Madame la Générale, s'il vous plaît, je pense que nous aimerions maintenant vous entendre sur les grands projets de restauration en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sais que ce matin, vous avez eu certainement une très belle visite du port d'Anvers que j'ai manqué, mais je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver. Effectivement, il m'a été demandé de pouvoir faire la présentation pour la Côte d'Ivoire des grands projets de reforestation. Nous avons donc pris les principaux. Mon intervention va se dérouler en 5 points que vous voyez ici. D'abord, il faut que je puisse vous présenter le contexte d'évolution du couvert forestier en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pris que la base de 1990, où nous avions seulement 7,9 millions d'hectares de forêt, ce qui représentait encore à l'époque 24% du couvert forestier. Et comme vous le voyez sur la slide, cette couverture forestière, malheureusement, s'est dégradée fortement, pour arriver en 2020, selon les données de l'inventaire forestier faunique national qui a été mené, à 2,9 millions d'hectares. C'est-à-dire qu'il ne restait plus que 9,8% de couverture forestière. Il y a une nuance à porter parce qu'ici, l'inventaire a été fait selon la définition de la forêt qui est établi dans le code forestier de la Côte d'Ivoire. Par contre, en parallèle, dans le cadre donc, de la préparation du RDUE, nous avons établi la carte d'occupation des sols de 2020 qui, elle, a pris comme base de définition des terres forestières qui sont adoptées par la FAO. Et donc, celles-là ont donné comme résultat une couverture forestière, de terres forestières, il y a une nuance, de 16,95%. Donc, on va au-delà de la forêt typiquement définie par la Côte d'Ivoire. On prend en compte d'autres types de végétation qui sont prises en compte au niveau de la FAO. Il y a eu quelques actions qui ont été menées par le gouvernement en faveur de la reconstitution du couvert forestier, notamment, et je pense que c'est un processus qui est connu au niveau mondial. La Côte d'Ivoire a donc adopté la stratégie REDD+ en 2001 en vue de réduire donc la déforestation et la dégradation. Et puis en 2012, nous avons adhéré au processus FLECT
en vue de l'amélioration de la gouvernance forestière. Les négociations ont commencé en 2013 et elles ont abouti en février dernier à la signature de l'accord. En 2017, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont signé le cadre d'action commune de l'initiative Cacao et Forêt qui vise donc à éliminer la déforestation de la chaîne d'approvisionnement du cacao. Et en 2018, il y a eu donc l'adoption de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts assortie d'une stratégie de mise en œuvre. Et dernière étape, donc en 2019, il y a eu l'adoption d'une nouvelle loi, d'un nouveau code forestier. Et tout ceci pour permettre que nous puissions porter la couverture forestière à 20% du territoire national en 2030. Alors, cette politique, je voudrais un peu en parler. D'abord, elle s'est fixée 4 grands objectifs. Le premier, c'est de pouvoir préserver la biodiversité. Et puis, la planète entière s'est engagée à justement travailler à préserver le climat de la Terre et à respecter également la biodiversité. Donc, il fallait aussi pour la Côte d'Ivoire que ce soit l'un des objectifs de cette politique. Nous avons aussi pris en compte le fait que la mise en œuvre de cette politique puisse préserver un climat national qui est propice aux activités agricoles et au cadre de vie des populations. Et enfin, il faut que cette politique puisse continuer de permettre le développement social et économique du pays. Et de cette politique, nous avons sorti 2 stratégies. La stratégie elle-même qui va permettre de reconstituer le couvert forestier. Et puis la deuxième stratégie, je crois qu'on en parle depuis que nous sommes là, depuis l'Assemblée générale, la stratégie de valorisation des produits forestiers. Au niveau de la politique, pour un objectif chiffré, vous avez donc la possibilité, nous avons comme objectif de passer d'une superficie actuelle de 3,5 millions d'hectares, actuelle pas 2024, excusez-moi, en 2015 de 3,5 millions d'hectares de forêt, en 2030 à 6,5 millions d'hectares. Et à l'intérieur donc de cet objectif, il s'agit annuellement, nous avons rapporté à la superficie annuelle, de reconstituer 300 000 hectares par an, avec 200 000 hectares que nous devons préserver et dans laquelle nous devons favoriser une régénération naturelle, et 100 000 hectares de reboisement. Et bien entendu, cet objectif va demander que nous puissions avoir non seulement l'appui de l'État en termes d'actions à financer, mais également que nous puissions faire appel à des partenaires. Et c'est en ce sens que je vais vous présenter les plus grands projets, puisqu'il y en a d'autres, mais ce sont les plus grands projets que je vais vous présenter. Alors le plus important déjà en termes d'appui, c'est le projet d'investissement forestier dans sa phase 2, qui est le PIF 2, qui a comme objectif en termes de superficie, pour une période de 7 ans, jusqu'au 29 février jusqu'à février 2029, excusez-moi, 18 000 hectares de reboisement intensif, essentiellement dans la zone nord du pays, dans une quinzaine de forêts classées, et 320 000 hectares d'agroforesterie. Vous avez les différents partenaires et les bailleurs qui participent pour un montant de 88 millions de dollars. Il y a également le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, le projet PIDAC, qui s'exécute depuis 2019, qui prendrait fin à décembre 2025, mais il y a certainement une prorogation qui va être obtenue avec le partenaire qui est la BAD, essentiellement, enfin l'agence d'exécution qui est la BAD, qui donc permettrait de reboiser 5 500 hectares intensivement et de faire 9 000 hectares en agroforesterie. Vous avez les partenaires qui sont cités, mais l'agence d'exécution principale avec laquelle nous travaillons, c'est la BAD, pour 27 millions de dollars. Le projet d'appui à la mise en œuvre de l'ASPREF, avec un objectif de 4 000 hectares de reboisement, qui est mené par l'État de Côte d'Ivoire pour environ 3,3 millions de dollars. D'accord. Le projet d'autonomisation des jeunes, ce sont des projets en instruction ici maintenant, excusez-moi.
Le projet d'autonomisation des jeunes et des femmes par un reboisement intensif de 40 000 hectares associés à des cultures vivrières. Donc, il s'agira, comme on l'a dit, donc, de faire un reboisement de 40 000 hectares associés à des cultures vivrières. Le partenaire s'appelle Invest International et il est d'un montant de 66 millions d'euros. Nous sommes, comme je l'ai dit au départ, en instruction pour le finaliser. Le projet de restauration des écosystèmes dans les savanes du nord et du centre de la Côte d'Ivoire. Nous prévoyons, lorsque nous aurons finalisé l'instruction du projet, de pouvoir donc signer pour 16 000 hectares de forêt de production et de conservation dans des zones dégradées par l'agriculture, l'exploitation minière ou l'élevage. Notre partenaire ici, c'est la FAO, le bailleur, c'est le FEM, pour 4,27 millions de dollars. Et le projet de restauration des forêts dans la région du Gao, c'est la région centre-ouest du pays, pour une agroforesterie cacaoyère portant sur 30 000 hectares, un reboisement monospécifique de production de 3 000 hectares et un reboisement plurispécifique ou enrichissement pour la conservation de 3 000 hectares avec la KfW financée par la Banque allemande d'investissement pour 30 millions d'euros. Excusez-moi. Alors, après cette présentation, je voulais pouvoir... attendez, je déroule tout. Alors, cette politique déclinant stratégie présente des projets de reboisement très ambitieux. Les projets en cours ou en instruction permettront de réaliser 672 000 hectares de reboisement, dont 248 000 qui seront intensifs et 424 000 hectares en agroforesterie. Cependant, il faut dire qu'il y a un défi qui demeure la mobilisation des financements complémentaires pour reboiser 328 000 hectares afin d'atteindre les objectifs que j'ai annoncés au départ au niveau de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, nous avons eu maintenant trois présentations. Je vous invite à prendre place. Nous avons eu donc 3 présentations. Vous avez vu une nouvelle réglementation qui vient changer un peu les termes de la discussion. Vous avez vu que les projets sont classifiés sur des raisons techniques, sur des raisons aussi sur la notion de temporalité. On a vu une réponse des entreprises, une réponse coordonnée en essayant de s'appuyer sur le concept des solutions fondées sur la nature. On a vu l'association de la question carbone à la question biodiversité. On a plutôt l'habitude d'entendre parler de l'inverse. Et on a vu une liste assez impressionnante de projets, d'initiatives, de reboisement. Du coup, on va aller maintenant sur la table ronde de la discussion. Le titre est simple, c'est quel est l'avenir des projets carbone forestiers en Afrique centrale et d'une façon générale dans les pays tropicaux. Et donc j'invite Pierre Schuller, qui avait fait le propos liminaire, à nous rejoindre. J'invite aussi Vincent Istache d'Olam Agri et Marcus Fancourt de la CEB Precious Woods. Il n'est pas disponible, donc on va gagner un peu de temps. Mais si vous arrivez... il a son train. Donc malheureusement, Marcus ne pourra pas partager ses points de vue. Vincent, on comptera sur toi pour défendre le point de vue des entreprises. Donc, alors, on a une série de questions. On est aussi très très en retard sur le temps. On est en train de manger sur la session suivante. Je m'en excuse. Mais je vais peut-être commencer justement par donner la parole aux entreprises, au pluriel. Vincent, qu'est-ce que de votre point de vue, qu'est-ce que ces considérations amènent sur votre réflexion stratégique? Comment est-ce que vous prenez en compte le micro? Ok, merci Claude pour le micro et pour la parole. Donc, donc qu'est-ce que ça amène comme réflexion? Écoutez, je pense que déjà il y a une super solution pour sauver la planète, c'est que si on plante un arbre à chaque fois qu'on entend parler de finances innovantes et de finances carbone, surtout depuis ce matin, on va vite reboiser la terre et les changements climatiques seront plus qu'un lointain souvenir. Mais non, et plus sérieusement, je pense qu'en tant qu'entreprise, nous, on a vraiment besoin de ce genre d'outils. Alors la finance carbone, c'est un outil parmi d'autres. Comme ça a déjà été rappelé ce matin, investir dans la conservation, c'est pas un luxe pour les sociétés qui ont des concessions forestières. Pour le modèle
des concessions forestières, qui est le modèle qui prévaut en Afrique centrale. Investir dans la conservation, c'est investir dans la régénération des forêts, donc dans la régénération de notre capital. C'est investir dans la diversité génétique, donc ça c'est important aussi pour maintenir nos forêts sur le long terme. On a besoin également d'investir dans le social. Ça a été discuté hier avec une personne présente sur le forum, et le rôle du secteur privé, notamment pour atteindre les objectifs de développement durable, les SDG. Donc, parce qu'évidemment, on ne peut pas développer une entreprise si parallèlement à ça, les communautés ne se développent pas et ne peuvent pas participer au travail de l'entreprise. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on doit financer, qui n'étaient pas forcément une obligation auparavant, mais qui le sont devenues aujourd'hui, et qui sont de plus en plus coûteuses. Et donc, on a besoin d'avoir d'autres modèles de financement aujourd'hui que simplement le bois. Donc, la finance carbone, clairement, c'est une solution, mais tout ce qui est lié, on a entendu des gros mots depuis ce matin avec la blended finance, avec l'investissement impact, les green bonds, etc. C'est clairement des outils qu'en tant qu'entreprise, on doit pouvoir s'approprier. C'est peu développé en Afrique centrale pour des problèmes d'échelle, pour toute une série de problèmes techniques. Mais clairement, c'est des outils qu'on doit s'approprier et qui sont vraiment indispensables pour nous, pour l'avenir. D'accord. Et Pierre, est-ce que la gestion forestière, est-ce qu'elle est compétitive est-ce que les marchés et les acheteurs entendent ça ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la gestion durable a la chance d'avoir plutôt bonne presse auprès des investisseurs. Ce sont des méthodologies aujourd'hui qui sont assez vérifiables, qui sont robustes. Donc sur les études qui ont été menées, en tout cas par certains instituts, on voit qu'il y a un attrait en tout cas des investisseurs. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs de demander directement aussi aux investisseurs comme Adriada, savoir ce qui les intéresse. Mais en tout cas, ce sont des projets qui sont pas forcément simples d'un point de vue technique à mettre en place. Malgré tout, il y a une volonté de la part de l'ensemble des acteurs sur ces projets carbone. Donc oui. Ça apparaît comme compétitif. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a aujourd'hui une tendance à vouloir orienter notamment les projets aussi beaucoup vers la forestation. Donc on a une liste effectivement de projets en Côte d'Ivoire par exemple qui est assez représentative. Malgré tout, effectivement, les projets IFM, donc d'amélioration des pratiques forestières, est assez intéressante d'un point de vue des investisseurs. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous. Certaines des barrières pour l'investissement, on le sait, ça s'appelle le risque pays. Comment est-ce que vous voyez et percevez, quels outils vous avez pour construire et faciliter ces investissements ? Je vous remercie. J'ai la chance d'être à côté de Fabiola. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas encore, mais il y a une bonne marche au niveau de la Côte d'Ivoire d'avoir pris en compte la nécessité de reconstituer son couvert forestier avec la réalité de ce que le pays en lui-même n'a pas les moyens ni la capacité d'apporter ce financement pour faire cette reconstitution. Vous avez vu un peu la variété des partenaires qui nous accompagnent, mais à cela, la Côte d'Ivoire a voulu associer donc, le secteur privé entièrement, et en mettant en avant des mesures incitatives qui peuvent justement faire l'attraction de ces financiers, de ce secteur privé pour accompagner la Côte d'Ivoire dans le cadre de la reconstitution de son couvert forestier, mais aussi dans le bénéfice qu'ils vont avoir à tirer profit de la séquestration du carbone, donc du carbone qui sera séquestré dans le cadre de ces projets, et à négocier un partenariat public-privé qui prenne en compte tous les intérêts des investisseurs tout en maintenant l'intérêt de l'État et surtout, vous l'avez dit tout à l'heure en intervenant, monsieur, en prenant en compte l'intérêt même des communautés qui vivent alentour de ces forêts, à la périphérie de ces forêts. Et c'est vraiment le schéma que nous avons proposé aux différents investisseurs privés qui se sont adressés à la Côte d'Ivoire. Et moi, je peux vous dire que il y a certains projets qui sont menés dans le cadre, par exemple, du marché réglementé. Nous avons le projet de réduction des émissions, le PRÉ,
qui a déjà commencé. Je pense j'ai oublié le chiffre du taux de séquestration, mais c'est quand même 50 millions de dollars qui seront donnés par la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire. Et ce projet est très spécifique au parc national de Taï, au niveau du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, pour une durée également de 7 ans. Et je peux vous assurer que nous avons déjà commencé cette année à faire revenir aux populations les avantages qui sont prévus en termes de paiement pour toutes les actions qui ont été recensées d'accord partis dans le cadre de ce projet avec la Banque mondiale, pour que les populations justement se rendent compte le fait de participer à la préservation du parc national de Taï et de toutes les forêts, ou alors de créer des forêts alentours, et bien en tirent un bénéfice immédiat. Ça, c'est pour ce qui concerne le marché volontaire, le marché réglementé. Mais pour le marché volontaire, nous avons aussi des projets qui sont en cours. Je ne vais pas donner certains détails puisqu'on n'a pas encore signé, mais nous avons deux types de négociations qui sont en cours, et ils sont suffisamment importants pour que nous puissions déjà commencer à nous réjouir de ce que nous ayons fait cette ouverture et que nous ayons pu mener un processus de négociation qui a respecté tous les termes d'un intérêt que peut éprouver un investisseur financier, surtout pour la notion de carbone qui est un peu, disons, volatile. Voilà, on ne le voit pas, mais ils ont accepté, ces deux investisseurs, de pouvoir accepter d'orienter leur financement dans la reconstitution du couvert forestier, dans la prise en compte et la création d'emplois des populations qui vivent alentour des forêts qui sont concernées, mais de pouvoir bénéficier avec un partage bien établi du crédit carbone. Et donc, nous avons créé ces conditions. Nous avons pris des textes réglementaires qui leur permettent d'avoir l'assurance de l'engagement du pays à justement faciliter cette action qu'ils vont mener, et ils ont donc une assise sécuritaire qui est bien établie. Et je pense que vu l'intérêt que nous avons de voir toutes ces entreprises, celles déjà pour lesquelles nous allons signer, mais les autres qui sont à nos portes et qui attendent, la Côte d'Ivoire se rend compte qu'elle a pu créer des conditions qui peuvent donc sécuriser une telle activité et nous permettre donc de pouvoir répondre à notre besoin, d'une part, de reconstituer le couvert forestier, mais aussi de pouvoir en tirer bénéfice en tant qu'État pour les communautés et pour les entreprises. Merci beaucoup. J'aimerais poser une question en fait à Carl et Fabiola. Vous avez entendu Vincent qui dit que c'est l'Arlésienne, que ça fait longtemps qu'on en parle. Pourquoi est-ce que maintenant ça va changer? Pourquoi est-ce que maintenant ça va fonctionner? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Alors, oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Même, il est vrai que maintenant, il y a des engagements mondiaux qui ont été pris. En 2015, il y a eu l'accord de Paris pour le climat qui a été signé. Il y a 2 ans, il y a l'accord de Montréal-Kunming qui a été signé, qui n'est pas aussi strict que l'accord de Paris, il faut être honnête, car aussi on en revient toujours au même sujet que la métrique biodiversité est beaucoup plus compliquée que la métrique climat, mais qui signe à la fois un momentum et aussi, d'une certaine manière, un début de gouvernance internationale de la biodiversité. Chaque État partie de la Convention biodiversité doit faire du reporting sur ce qui a été fait au niveau national par son pays. Et c'est ce qui crée la dynamique. Donc ça, c'est la première chose au niveau de la gouvernance publique. On a posé les premiers jalons. C'était pas gagné, honnêtement, mais on a posé les premiers jalons. Et d'autre part, je pense que aussi il y a une réalité du changement climatique qui fait que beaucoup d'entreprises se posent des questions de à la fois leur résilience et leur propre adaptation face au changement climatique. Et là, le sujet biodiversité revient de façon beaucoup plus prégnante que la simple atténuation. Car adaptation au changement climatique et protection de la biodiversité vont assez souvent de pair. Donc je pense qu'il y a un raisonnement froid de la part de certaines entreprises qui va vers une certaine volonté de protection de leur chaîne de valeur. Remise en cause, en fait. En tout cas, il y a un début de remise en cause. Oui, pour des questions économiques. Oui, pour des questions. On est passé de l'approche relativement morale, ce qui est bien de faire,
à une approche économique, à ce qui doit être fait pour que notre modèle, même s'il change, perdure. Et ça, c'est vraiment un game changer qui ensuite déclenche toutes les discussions que l'on vient d'avoir. Donc j'ai bien entendu les deux choses qui sont nouvelles, qui sont différentes et qui font que cette fois ça devrait marcher. C'est d'abord les accords de Paris, les accords de Kunming, donc un contexte international, donc une volonté affichée, et ensuite une prise de conscience au niveau des chaînes de valeur même, que c'est dans l'intérêt bien compris de prendre en compte ces objets-là. Mais si vous me permettez, je vais peut-être abuser un peu de mes pouvoirs de facilitateur. J'aimerais juste faire une expérience avec la salle. Vous connaissez tous les accords de Paris qui fixent comme objectif de rester en dessous des, on va dire, 2 degrés. C'est 1,5. 1,5 à 2 degrés. 1,5 à 2 degrés. Alors, la question est simple. Combien de personnes dans la salle croient que collectivement, nous allons rester en dessous de cet objectif? Combien de personnes dans la salle croient que nous allons réussir à atteindre les objectifs de l'accord de Paris? Levez-vous, s'il vous plaît, si vous pensez que collectivement, nous allons rester en dessous des 2 degrés, 1,5 à 2 degrés. Levez-vous, s'il vous plaît, si vous pensez qu'on va y arriver. Les accords de Paris, personne n'y croit. Personne n'y croit. Donc on a, bien sûr, on va enchaîner. Ce que je veux dire par là, poser la question inverse. Est-ce que tu peux demander aux gens qui n'y croient pas? Il y en a deux. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Est-ce que tu peux poser la question inverse? Vas-y, fais-le. Non, mais même si on peut poser la question aux gens qui n'y croient pas, je pense que la question à poser, c'est comment on fait maintenant? Ok, on est en retard. On le sait qu'on est en retard. Comment on fait maintenant? Et le comment on fait maintenant, pour vraiment faire en sorte que ça se fasse au-delà de ce cadre-là. Madame, je pense que vous avez apporté un élément clé de réponse. La question, c'est comment on crée un intérêt économique pour avoir un flux de financement privé qui soit à la hauteur de « on évite le désastre parce qu'on va être à plus 5 », en gros. Et parce que s'il n'y a pas ce flux privé, on n'y arrivera pas. Bien sûr, il y a plein d'organismes internationaux, bien sûr, mais les entreprises peuvent vraiment contribuer. Lorsqu'on voit ce qui manque sur le carbone, sur la biodiversité, encore pire. La question, c'est comment on arrive à susciter un intérêt économique. Et la question, pareil, je dis rien, je reste très, très flou, mais la question, c'est toujours la même. Qu'est-ce qui fait qu'un investisseur va venir investir dans un projet forestier, de reforestation, sustainable management? Il faut déjà lui assurer un TRI. Le mot est barbare, S'il n'a pas son retour sur investissement qui soit au moins aussi intéressant qu'un projet d'énergie renouvelable, où on est à peu près entre 15 et 20, mais quel est l'intérêt de venir? Aucun. Donc, comment ensemble, et que ce soit les porteurs de projets et les autorités qui sont là, comment ensemble, on arrive à construire un business model où on assure la rentabilité aux investisseurs, le partage aux communautés locales, le paiement de l'État pour tout ce qu'il fait et le partage du développeur de projet qui n'est pas une ONG. Parce que si on s'en reste aussi un des ONG, on fera des petits projets de 5 hectares. Pardon, je caricature, mais il faut de l'impact là. Parce que sinon, les accords de Paris, on n'y arrivera pas. Il faut du lourd et il faut un TRI qui tient la route. C'est ça l'enjeu. Et après, voilà, vous l'avez dit, il faut oser penser ça. Et c'est pas habituel parce que dans notre secteur, on a souvent eu tendance à faire appel aux grands, à compter sur des financements internationaux, à compter beaucoup sur les ONG, ce qui est très bien. Mais maintenant, il faut passer à la marche supérieure et se dire comment on assure un TRI aux investisseurs. Quelles mesures je mets dans ma régulation au carbone pour que l'investisseur il se dise oui, je peux assurer mon TRI dans ce pays. Et c'est ça. Si on arrive à répondre à ça, les accords de Paris, on peut éviter le désastre, si je peux me permettre. Merci pour la passion. Je ne cherchais pas à vous provoquer. Je cherchais juste à montrer que... Je m'enflamme, mais c'est parce que j'y crois vraiment. On peut y arriver, quoi. C'est ça. Et on est bien sur les... On est bien sur le fait que nous avons fondamentalement un problème sur notre croyance à être capable de changer. Et il est difficile d'agir alors qu'on n'y croit pas. Donc je tiens à remercier les messieurs qui se sont levés comme la première étape pour que cela puisse arriver. Alors, mais moi j'ai crié. Malheureusement, si vous avez regardé les données, on les a déjà dépassées. Donc
Mais donc voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il va pas falloir mettre les bouchées doubles. Je souhaiterais maintenant, pour 5 minutes, voir s'il n'y a pas des questions ou des interrogations entre la salle et les panélistes. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui souhaitent poser des questions? Merci beaucoup. On va vous donner un micro. Merci, il arrive. Le micro arrive. Merci. Enfin, ce n'est pas véritablement une question. Je voulais juste soutenir la dame qui a parlé avec tellement de passion et d'engagement. Et je partage pleinement cette passion-là. Parce que pour comprendre les choses, il faut être pragmatique. Et si moi je fais quelque chose et puis il n'y a pas d'intérêt, ça ne me motive pas. Il n'y a pas de durabilité là-dedans. Même quand je prends 5 euros et je vois quelqu'un dans la rue, je dis je donne 5 euros parce qu'il en a besoin. C'est parce que je me dis que je lui apporte quelque chose. Donc j'ai un intérêt, c'est une satisfaction personnelle. Alors c'est la même chose. On lui dit, bon, écoutez, il faut qu'on se batte parce que le climat, et ceci, c'est cela. Sinon on est menacé, on va tous disparaître, l'espèce humaine risque de disparaître parce qu'on ne pourra pas supporter cette chaleur-là. Mais oui, ok. Mais pour qu'on arrive, mais le bonhomme qui va mettre ses billes là-dedans, il faut qu'il soit sûr qu'il tire quelque chose. Il existe des bonnes armes qui le feront comme ça. Mais il y en a encore, il y a quel pourcentage? Et moi, je partage sa vision. Et ça a toujours été l'accord de Paris est un bel accord, mais majestueux. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que tout le monde est dans le business. Il ne faut pas se cacher la vue. Tout le monde est dans les affaires. Surtout le secteur privé. Tout le monde. Les Samaritains, bon, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, il faut qu'on aille vers ça. Il faut qu'on franchisse le pas. Il faut qu'on soit courageux, qu'on dise aux gens, voilà, vous mettez 1 million, vous gagnez ça. C'est tout. Terminé. Et puis on avance. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Merci. Oui, j'aimerais m'adresser à la dame du Côte d'Ivoire qui a présenté un modèle de programme très ambitieux et ça peut inspirer les autres pays, quoi, tel que nous, je suis de la RCA. Et donc je me dis que j'ai vu tout à l'heure le programme, je n'ai pas bien perçu la vision de la politique que vous avez mis là avec la durée de vie de cette politique. Je n'ai pas bien perçu ça. Et ensuite, j'aimerais savoir de la Côte d'Ivoire, est-ce que du point de vue institutionnel, il y a une entité spéciale en matière de gestion du crédit carbone et quelle est la composition de cette entité? Cette question aussi est valable pour les panélistes, comment faire? Et pour ceux qui travaillent sur la question de carbone, quelle est la méthodologie standard? Au fait, est-ce qu'il y en a une déjà? Au fait, c'est ça, on se pose cette question. Est-ce que vous aimeriez y répondre? Vous avez tout à l'heure évoqué la question de méthode autre. Bon, on est resté un peu, moi je suis resté un peu perplexe. Je voudrais bien comprendre, c'était votre OBC, hein? Je me dis, est-ce qu'il y a une méthodologie standard en la matière? Pour la biodiversité ou le carbone? Parce que là, le carbone qui comprend tout ce qui est... Parce qu'après, la question de biodiversité est incluse dedans. Chez nous, par exemple, au niveau des aires protégées, qui, à travers les parcs qui présentent vraiment la sécurité en termes de séquestration du carbone, parce que là, l'accès est interdit. Et on a fait un essai avec l'APN Schenko, on a essayé un peu de vendre déjà le crédit carbone, mais avec un taux faible sur le marché de $5 par tonne de carbone. Et bon, nous, au niveau du pays, on veut comprendre le mécanisme. Donc, il y a comment on fait pour le stocker, comment on fait pour le mesurer, comment on fait pour le vendre. C'était 3 composantes qui étaient dans le panel, mais il y avait aussi une question qui était dirigée à madame, je vous laisse y répondre. J'espère que j'ai bien compris la question. Vous voulez savoir l'objectif de la politique? 2030, 2021, 2030, une dizaine d'années pour sa durée. Alors en Côte d'Ivoire, moi je suis du ministère des Eaux et Forêts
Et c'est le ministère de l'Environnement qui est en charge le développement du cadre législatif et réglementaire du marché carbone. Nous y participons en tant qu'institution partenaire, mais c'est le ministère de l'Environnement. À ce stade, nous sommes encore en train de construire tout ce cadre. Ce que nous avons déjà fait, c'est qu'un décret a déjà été pris pour mettre en place un bureau, il vaut mieux que je regarde mes notes, le bureau du marché carbone, qui a déjà été mis en place et qui fonctionne, donc c'est un décret, celui de du 1er août 2024, donc c'est très récent, qui porte création, attribution, organisation et fonctionnement du bureau du marché carbone en Côte d'Ivoire. Et ce BMC, donc, il assure la gestion quotidienne des activités de mise en œuvre des mécanismes carbone, conformément au manuel de procédure qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'Environnement. Et le BMC a 2 organes qui permettent de fonctionner. Il a un conseil de supervision qui est l'organe politique et décisionnel du BMC et qui est présidé par le Premier ministre ou son représentant. Et il a également, donc, excusez-moi, il a un secrétariat technique, excusez-moi, qui est l'organe opérationnel du BMC et qui met en œuvre les orientations du conseil de supervision. Et il est dirigé par un secrétaire technique sur proposition du ministre chargé de l'Environnement. Et il y a actuellement, comme je vous l'ai dit, la finalisation de l'avant-projet de loi sur les changements climatiques qui va aborder les questions importantes de la propriété du carbone et du mécanisme de partage des bénéfices. Et pour le moment, quand nous avons des intérêts portés par des structures privées, eh bien, nous créons un cadre d'échange avec le CNPPP, j'ai oublié le sens du CN, mais disons c'est la Commission nationale du partenariat public-privé, qui échange avec les partenaires sur la base de la forêt ou du contrat établi ou de la convention à établir pour que nous puissions définir comment est-ce que, en mettant en œuvre cette action d'afforestation, nous puissions donc discuter sur le partage des bénéfices, sur le coût du carbone. Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée. Ce sont des aspects qui étaient très techniques. Peut-être aussi vous pouvez discuter après. Je vais donner la parole une dernière fois aux panélistes. Il nous reste un peu moins de 8 minutes pour conclure la session. Est-ce que je peux poser juste 2 questions, mais la réponse je vais en prendre une. Je vais en prendre une et après je donnerai la parole. C'est très court. Est-ce qu'il y a une société privée actuellement en Afrique ou dans le bassin du Congo qui a obtenu, a vendu une fois des crédits carbone? Donc ça c'est la première question. Et la deuxième, est-ce qu'il y a un coût moyen? Déjà on va répondre à la première. Quel est le coût moyen à l'hectare? Est-ce qu'il y a une entreprise qui a déjà réussi, Vincent? Alors, la réponse est simple, oui. Il y a des entreprises qui ont des projets validés. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont reçu aujourd'hui de l'argent concrètement sur leur compte en banque? La réponse est non. Et juste la deuxième question, c'est quel est le coût à l'hectare d'un projet d'afforestation, en fait, de plantation? Un coût moyen. Est-ce que, alors, soit dans le panel, soit dans la salle, est-ce qu'on a une réponse à cette question? Le coût moyen à l'hectare d'un projet de reboisement, de reforestation, pardon. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut se hasarder? C'est difficile de répondre sur un coût fixe parce que c'est très très variable selon le type de projet, du contexte du pays. Effectivement, si on prend des contextes en Côte d'Ivoire, rien qu'entre 2 forêts classées selon la dynamique sociale des populations locales à présent en prendre en compte, si c'est de l'agroforesterie, de la plantation pure. Moi, je parle en plantation pure. Hein. Plantation pure. Il faut le transcrire. Un coût très moyen, puisque, comme l'a dit M. Schweller, il y a vraiment d'autres paramètres à prendre en compte, mais on prend juste de la production du plant en pépinière jusqu'aux 3 premières années, jusqu'à la fin des 3 premières années d'entretien. Vous avez un coût en francs CFA. Je suis désolée, je ne peux pas traduire là maintenant, convertir en euros, mais ça fait 300 000 francs l'hectare. En prenant en compte donc depuis le plan en pépinière jusqu'aux 3 premières années d'entretien.
Merci. Merci beaucoup. Voilà, on s'est appuyé sur l'intelligence collective pour avoir une réponse à cette question. Merci beaucoup. Donc, je vais vous donner juste la parole et la question, c'est quelle est la question que, s'il vous plaît, quelle est la question que vous auriez aimé qu'on vous pose? Quelle est la question que vous auriez aimé aborder qui n'a pas été abordée? On va prendre de gauche à droite. Vincent? Ok, merci. Bon, je pense qu'il y a 1000 questions qu'on aurait pu aborder. Juste pour rebondir très très rapidement sur cette question du coût des plantations, nous chez Olam, évidemment, on réfléchit à des projets de plantation. Il faut savoir que les choses ont énormément changé depuis 2 ou 3 ans, et aujourd'hui, des plantations qui sont des plantations pures d'eucalyptus ou d'acacia, comme on en faisait quelques années, sans prendre en compte les droits des populations locales, sans créer d'additionnalité au niveau environnemental, social, etc., c'est invendable. Donc les coûts aujourd'hui ne sont plus uniquement des coûts de plantation, mais il faut intégrer tout le reste. Donc les questions, oui, très rapidement, je pense que ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup, mais qu'on a tous des contraintes différentes entre les porteurs de projets, entre les gouvernements, entre le secteur privé, les bailleurs, etc. Et pour revenir sur la question du risque, parce que c'est quelque chose qui revient systématiquement quand on veut financer des projets en Afrique centrale où on parle du risque. Donc évidemment, il y a un cadre institutionnel faible, il y a des risques marchés, etc. Ça, on ne va pas revenir dessus. Mais il y a des outils d'atténuation. Il y a notamment des financements mixtes qui existent avec des institutions qui vont exiger de développer des politiques de sauvegarde environnementale extrêmement complexes, extrêmement fortes, d'avoir des politiques ESG extrêmement fortes, de prendre position sur toute une série de thèmes. Ça, c'est des choses qui permettent vraiment de mettre en confiance les investisseurs. Et il y a la question de la transparence, où on n'en fait jamais assez en matière de transparence, et c'est absolument indispensable si on veut pouvoir financer des projets en Afrique, et obtenir des financements en tout cas pour des projets en Afrique. Et ça, il faut encore qu'on évolue à ce niveau-là. Mais bref, c'est pas impossible, Vincent. Mais il faut vraiment qu'on travaille, qu'on parle la même langue, et surtout qu'on s'écoute au lieu de parler sans arrêt. D'accord. Voilà. Donc c'est des discussions que l'on va pouvoir avoir pendant le repas. Ces questions que le panel vous dit, j'aurais aimé qu'on me pose cette question. Comment dérisquer? Comment gérer la transparence? Merci Vincent. Une question qui peut faire le lien effectivement avec cette question des risques aussi, c'est pourquoi est-ce que finalement on a si peu de projets carbone en Afrique et en Afrique centrale? Je pense qu'il y a déjà aussi un problème de communication, en particulier avec le secteur forestier. Le secteur forestier, et on l'a déjà dit sur les 2 derniers jours, assez mal vu au niveau du grand public aussi. Donc il y a de la sensibilisation qui doit être créée aussi du secteur envers tous les investisseurs, etc. Une meilleure représentation du bassin du Congo aux gros événements internationaux. Quand on compare par rapport au bassin amazonien aussi, par exemple, on a une grosse différence. Donc pourquoi il y a si peu de projets? Non, ils ont des micros. Pourquoi il y a si peu de projets et comment on peut faire pour améliorer? Une question qui est récurrente et qui était déjà revenue à la discussion. Merci Pierre. Ouais. Une question que vous aimeriez qu'on vous pose? Non, mais c'est vraiment comment on peut faire pour améliorer, parce que moi je suis toujours ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On a fait le constat. Donc comment concrètement on arrive, en partant des projets, à attirer les investisseurs privés, si on parle vraiment de ça. Et donc là, prenons le projet, voyons ce qu'on a, est-ce qu'on y, qu'est-ce qu'exigent les investisseurs? Est-ce que ça rentre? Est-ce que la régulation du pays? Partons vraiment du concret. On sait, nous, à Driada, on sait tous les critères qu'il doit y avoir dans une régulation carbone pour attirer les investisseurs privés, tout ce qui les fait fuir aussi. La liste, elle est claire. On sait au niveau des projets tout ce qu'il faut en matière de qualité. Donc, pourquoi il n'y en a pas? Maintenant, c'est comment on fait pour qu'il y en ait, que ça soit un mix de pur carbone ou carbone biodive. Comment on fait? Merci beaucoup. Écoutez, je vais m'inscrire dans le même questionnement, parce que la question du risque et du risque pays, c'est la question centrale, même quand on parle des financements climat en général. Et au niveau des COP, maintenant, chaque année, depuis qu'on a fixé les ambitions, on dit qu'on fait des COP financement. Et or, à chaque fois, on est à est-ce qu'il y a assez de sous? Est-ce qu'on a atteint ou pas les 100 milliards de dollars annuellement disponibles pour les financements climat? Mais on n'arrive pas à aller dans une discussion qui est plus technique et moins sexy que juste le grand chiffre de ces 100 milliards qui doivent augmenter. C'est comment est-ce qu'on décortique le profil de risque pour utiliser le mix, pas que du privé, parce que comme on ne peut pas
être uniquement focus sur le public, il faut faire feu de tout bois et donc penser, décortiquer le profil de risque sur la base de qu'est-ce qui doit être fait par le public, qu'est-ce qui doit être fait par le privé, quel est le rôle des investisseurs institutionnels, quel est le rôle des banques de développement, etc. De faire toute cette liste pour à la fin craquer le profil de risque et faire en sorte que les sous aillent dans les bons projets de façon massive. Donc c'est encore une question de pratique. Comment pratiquement on fait pour dérisquer? Merci. Quelles questions vous aimeriez qu'on vous pose à la pause? En fait, je n'ai pas de questions que j'aimerais qu'on me pose, mais moi je voudrais plutôt inviter. Inviter tous les investisseurs, tous les partenaires avec lesquels nous travaillons déjà à venir en Côte d'Ivoire pour investir, parce que je pense que nous avons créé un cadre qui peut permettre d'atteindre les objectifs de la planète, en tout cas au niveau pays Côte d'Ivoire, et donc j'aimerais donc les inviter à venir en Côte d'Ivoire. C'est une invitation. Merci. Merci beaucoup à tous les membres du panel. Alors en termes de logistique, vu le retard que nous avons pris, le repas va être servi maintenant. La session qui vient après sur la formation continue est décalée à 13h45. Je vous donne tous rendez-vous dans la salle à 13h45 pour la dernière session de l'atelier. Merci à tous les panélistes. Merci. Surtout ne partez pas après la pause déjeuner et revenez pour la session sur la formation professionnelle continue. Je vous remercie.